Nous sommes en compagnie d'Axel Pierron, le directeur adjoint de Sustainalytics Europe du Sud, une filiale de Morningstar. Bonjour Axel. Bonjour Thomas. On va parler d'ESG ensemble aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de confusion, hein. On met un peu tout et n'importe quoi derrière cet acronyme. Comment est-ce que vous percevez cette confusion entre les investisseurs, les gérants et tout l'écosystème? C'est-à-dire qu'il y a une confusion parce que le terme ESG, qui est d'ailleurs souvent utilisé comme un synonyme de durabilité, de développement durable, couvre différents aspects environnementaux, sociétaux, gouvernance, différentes stratégies. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une vraie limite de compréhension des investisseurs sur les différentes stratégies qui sont possibles dans l'intégration des données ESG. Et leur besoin, ou en tout cas leur envie d'avoir plus d'ESG, ou en tout cas de durabilité dans leurs investissements. Et il y a une récente analyse qui a été faite en France, où on voit bien que à la fois une grande partie des investisseurs, notamment particuliers, souhaitent intégrer une dimension ESG dans leurs investissements, mais quand on regarde les allocations, on se rend compte qu'en fait, uniquement 5% des assets aujourd'hui des investisseurs particuliers français intègrent une dimension ESG. Alors, c'est pour ça qu'on peut parler de 50 nuances d'ESG. Si on revient sur les grandes stratégies que l'on peut observer, stratégies de gestion, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Oui, bien sûr. Alors, il y a une grande variété de stratégies pour intégrer le l'ESG. On peut partir, je dirais, de l'approche la plus basique, l'approche la plus ancienne historiquement, qui est l'exclusion, donc vraiment basée sur des valeurs. On peut décider d'exclure certains types ou certaines entreprises de son portefeuille, que ce soit lié à des conditions environnementales, par exemple décider que les énergies fossiles ne feront pas partie du portefeuille d'investissement. Donc, on va exclure toutes les entreprises qui ont un business model basé sur les énergies fossiles. Ça, je dirais que c'est la première approche. Il y a le revers de la médaille qui est, ou en tout cas l'autre partie de la médaille, qui est l'inclusion. On va décider par contre là d'inclure des entreprises qui ont des modèles qui nous intéressent. Par exemple, de dire, ben, je veux investir dans des entreprises qui sont focalisées sur les énergies renouvelables ou qui ont un business model qui crée plus de liens sociaux, etc. Donc là, on est dans l'autre approche, hein, donc pas l'exclusion, l'inclusion. On peut aussi avoir une approche qui est une approche de risque, considérer que les risques ESG sont importants financièrement pour l'entreprise et donc faire une sélection, ce qu'on appelle la sélection best in class, où on va sélectionner des émetteurs sur leur capacité à bien gérer les risques ESG et donc avoir un portefeuille qui minimise ces risques-là. Donc là, vraiment, on est dans une approche de gestion de risque. On peut aussi avoir une approche qui est une approche à impact, investir, faire un portefeuille qui investit dans des entreprises qui ont un impact positifs en matière de d'ESG, soit environnementaux, soit sociétaux, etc. Et puis, même là, je dirais dans cette dimension-là, il faut voir aussi que faire un investissement durable ou en tout cas qui intègre une dimension ESG peut prendre plusieurs aspects. C'est-à-dire qu'on peut soit décider d'investir aussi dans des entreprises qui, dès aujourd'hui, sont vertueuses ou décider de participer au financement de la transition des business models d'entreprises qui ne sont pas encore vertueuses aujourd'hui, mais dont la tendance, ou en tout cas dont l'évolution part vers un modèle beaucoup plus vertueux. Est-ce qu'on peut prendre un exemple d'entreprise dans ce cas? Oui, alors, il y a un exemple qui est assez intéressant, qui est l'exemple de McDonald's. Donc, on peut retrouver dans certains fonds ESG, on peut retrouver une entreprise comme McDonald's, et ce qui peut surprendre certains investisseurs qui vont considérer que McDonald's n'est pas un représentant clair ou en tout cas clairement identifié de développement durable, et donc on peut être surpris de l'avoir. Mais à la fois, on peut considérer que McDonald's aujourd'hui, qui met de plus en plus en avant ses menus veggie avec des veggie burgers, passe sur un modèle qui est beaucoup moins dépendant de la viande animale. Et donc, on peut considérer que McDonald's est en train de faire une transition vers un modèle qui serait, in fine, plus durable. Donc, participer à ce financement-là. Donc là encore, je dirais, les deux approches sont valables. On peut considérer que McDonald's, c'est la malbouffe, je ne veux pas en être, ou McDonald's transitionne vers un modèle beaucoup plus durable qui est moins dépendant de la viande, et donc je veux participer à cette transition. Et c'est vraiment une question d'objectif, il n'y a pas vraiment de jugement moral par rapport à ça. Oui, et c'est sûr que si on n'aide pas les mauvais élèves à s'amender, on va rester juste avec un petit
univers de valeurs très vertueuses, mais qui ne changeront peut-être pas le monde et la planète, et ce qui est quand même l'ambition ultime, j'imagine, de l'investissement ESG. Alors, à propos de ESG, on a l'impression qu'en effet, toutes les entreprises maintenant affichent une volonté d'aller dans cette direction. On a vu les multiples stratégies d'investissement possibles que vous nous avez rappelées. Au final, on risque pas de s'y perdre et d'avoir de l'ESG partout et nulle part, et au final, ça sera plus un critère d'investissement? Non, je ne crois pas parce que l'ESG est en fait en pleine évolution. Les anglo-saxons diraient, je suis désolé pour cet anglicisme, diraient un work in progress. C'est-à-dire qu'on avance dans l'ESG. L'ESG n'est pas défini aujourd'hui et de manière immuable. De nouveaux critères vont apparaître. Des critères de biodiversité, par exemple, l'utilisation de l'eau. Et on le voit très bien d'ailleurs avec les réglementations européennes qui aujourd'hui se focalisent beaucoup sur le climat pour derrière intégrer la dimension environnementale et donc de biodiversité. Donc déjà, Ça veut c'est dire quelque chose que, qui est en pleine évolution. Pardon, ça veut de dire nouveaux que, critères vont être ajoutés. Oui. ça veut dire, oui, c'est la difficulté et la magie du duplex, hein. Euh, Ça veut dire que l'Europe instille aussi une dimension ESG dans le KYC, le formulaire que l'on doit soumettre à ses investisseurs. Alors oui, alors ça c'est un autre pendant effectivement qui répondait d'ailleurs à la discussion à la première question que vous posiez, c'est-à-dire comment être sûr que les fonds ou les solutions d'investissement qui sont proposées à l'investisseur correspondent bien à son profil d'investissement en termes de SG. Et là-dessus, en tout cas, l'Europe a fait certaines avancées avec une volonté d'amender la réglementation MiFID II pour inclure le profil ESG de l'investisseur au moment de la sélection des fonds. De la même manière que MiFID intégrait le profil de risque de l'investisseur, aujourd'hui, on va aussi intégrer le profil ESG pour être sûr effectivement qu'on propose le fonds ou en tout cas la solution d'investissement qui correspond à votre objectif. Parce que comme nous le disions tout à l'heure, vous pouvez avoir différents types d'objectifs en matière de ESG. Merci beaucoup, Axel Piron, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de Sustainalytics Europe du Sud. C'est une filiale de Morningstar. À bientôt.